10h-11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Il y a 100 ans, à 11h, le 11 novembre, le carillon de l'armistice s'apprêtait à résonner partout en France. Les canons s'étaient tus. La guerre laissait derrière elle près de 18 millions de morts, 1 400 000 Français. Mais que célébrons-nous aujourd'hui? La victoire, la paix, cette paix si fragile que 20 ans après, elle débouchait sur le second conflit d'ordre mondial. 100 ans plus tard, donc, au-delà d'honorer la mémoire de ceux qui ont versé leur sang et donné leur vie pour la France, qu'avons-nous à apprendre de notre passé dans une Europe fracturée par les nationalismes, dans un monde multipolaire où les outils du multilatéralisme sont fragilisés? Comment revivifier l'idée de paix? Comment tenir à l'avenir la promesse du plus jamais ça? Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Un grand rendez-vous plus court que d'habitude en ce jour de commémoration de l'armistice. Vous avez été Premier ministre de Jacques Chirac, vous avez été son ministre des Affaires étrangères. Vous êtes un de ceux qui avait dit non à la guerre, c'était en 2003. Vous êtes aujourd'hui écrivain et vous êtes notamment l'auteur d'un ouvrage paru il y a 2 ans chez Grasset qui s'intitulait « Mémoire de paix pour temps de guerre ». Alors pour vous interroger aujourd'hui, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Et Damien Fleureau, chef du service politique de CNews. Damien qui vous pose la première question. Bonjour Dominique de Villepin. Alors en cette journée très particulière, cette journée de commémoration, Hélène l'a rappelé, que voulez-vous retenir avant tout? Est-ce d'abord le devoir de mémoire ou cette relance du multilatéralisme dans la gouvernance internationale avec ce forum pour la paix organisé, notamment à l'initiative d'Emmanuel Macron? Je crois qu'il faut être large et s'adresser à l'ensemble de ces grands sujets. D'abord, bien sûr, les héros du quotidien, les militaires, les poilus qui ont donné leur vie, nombreux, pour notre pays. Au-delà de cette geste de 14-18, il y a bien sûr un certain nombre de questions qui se posent. Je crois qu'il y en a 2 qui nous interpellent aujourd'hui tout particulièrement. Il y a la question de l'unité nationale, la question de l'unité de notre pays à un moment, et on l'a vu tout au long de la semaine dernière dans cette la formule jargonnante, itinérance mémorielle. La question de cette unité, à un moment, on a le sentiment que notre nation se désagrège. Il y a une deuxième question qui me paraît importante, et qui se posait déjà en 1918, comme la question de l'unité, qui est celle du progrès. Le progrès technique. Dans quel monde veut-on avancer? Peut-on encore choisir le monde de demain à un moment où on voit toutes les menaces liées au réchauffement climatique, aux questions de guerre et de paix? Et puis il y a, vous le dites, l'organisation de notre monde, sa gouvernance pour essayer de mettre le plus possible la guerre hors la loi. Et 70 chefs d'État et de gouvernement réunis actuellement à Paris à l'Arc de Triomphe. Réunis, je l'espère, pour non pas seulement une commémoration qui est importante, mais aujourd'hui, les morts de 14-18 nous obligent, et c'est vers l'action qu'il faut d'abord se tourner. Et ce que l'on attend de ces chefs d'État, c'est qu'ils agissent comme on attend de notre chef d'État, qu'il agisse devant les difficultés de la France d'aujourd'hui. Donc je crois que la grande leçon de 14-18, oui, c'est l'action, bien sûr. Quelle action pour répondre aux préoccupations des Français, aux difficultés de l'Europe et aux difficultés du monde? Nicolas Barré. Alors c'est une journée aussi d'images. Il y a des images fortes qui restent dans l'histoire. On se souvient par exemple de cette image de François Mitterrand et Helmut Kohl se tenant la main devant l'ossuaire de Douaumont en 1984, donc scellant la réconciliation franco-allemande. Hier, Emmanuel Macron et Angela Merkel étaient ensemble à Rotonde et du coup, une question surgit face à ces images. Au fond, la génération Mitterrand-Kohl avait connu la guerre et voulait construire la paix. Est-ce que la génération actuelle, au fond, c'est ce qu'elle veut construire? Alors, vous dites, on retient ces images. Personnellement, ce ne sont pas ces images que je retiendrai. Personnellement, pas des images politiques. C'est ce royaume de la souffrance et de la boue, ce royaume des tranchées, qui a
tellement marqué la conscience nationale. Il n'y a pas une famille française qui n'ait pas un mort, un blessé, un de ses membres qui ait participé à ces drames de 14-18, et ce, quelle que soit l'origine de ces Français. Alors il y a bien sûr l'action politique, la réconciliation, et on ne peut manquer de se poser la question de la réconciliation. Pourquoi faire aujourd'hui ce fameux couple franco-allemand? Est-ce qu'ils regardent encore ensemble dans la même direction? Vers quelle Europe il veut nous faire avancer? Donc aujourd'hui, c'est bien le problème à la fois d'une montée des peurs, d'une montée de la colère à travers les peuples de l'Europe, au-delà de ces images, de ces belles images, et en même temps de la remise en marche d'un projet européen. Une interrogation sur ce que l'on veut faire ensemble. Des interrogations sur ce qu'on veut faire ensemble et une formidable inquiétude devant ces élections de mai prochain qui seront précédées par la question du Brexit en mars 2019, qui aujourd'hui se présente comme un affrontement. Le président a souhaité marquer un clivage fort entre les progressistes et les nationalistes. C'est une erreur ? Il faut s'interroger sur la pertinence de ce sujet. Pour ma part, je crois que tant sur la question nationale qui est posée que sur la question européenne, la grande clé, c'est l'unité. Et je crois que la polarisation entre un groupe contre l'autre conduit inévitablement dans un temps de crise à la victoire des plus durs. Ça veut dire quoi? Que ce clivage, en réalité, produit plus d'affrontements? Je vous donne un exemple. J'étais il n'y a pas très longtemps en Roumanie et je vais régulièrement en Hongrie ou en Pologne. Faut-il mettre dans le même sac ces pays, les pays de Visegrad et la Bulgarie, la Roumanie? Faut-il indistinctement mélanger les questions d'état de droit, les questions d'immigration? On est à juste raison dur vis-à-vis de la Pologne pour les manquements à l'état de droit, la séparation des pouvoirs, la question de la Hongrie, évidemment, de Viktor Orban aussi. Bien sûr, mais il faut comprendre d'où viennent ces pays et à quoi ils ont fait face. La Pologne qui a été dans son histoire 5 fois dépecée, la Pologne qui a disparu des cartes pendant un siècle jusqu'en 1918 justement, la Pologne qui a fait face aux Ottomans, aux bolcheviks et qui a fait face aux nazis. Il y a donc une mémoire qu'il faut prendre en compte. Je crois qu'au nom de cette mémoire, il faut éviter de tout mettre dans le même sac. Et c'est là où l'Europe a un choix à faire. Soit elle bute sur les différences, elle bute sur les difficultés, elle dénonce et elle exclut, ce qui est très difficile à faire compte tenu de nos institutions européennes. Nous n'avons pas les mécanismes, compte tenu des règles de l'unanimité, qui nous permettraient de sanctionner comme on le voudrait ou d'exclure comme certains le voudraient. Je crois qu'il faut privilégier l'unité et essayer de faire fonctionner cette Europe quand même, de lui maintenir sa dynamique. Et à mon sens, en même temps que l'on parle d'unité et qu'on indique clairement à la Pologne qu'on ne saurait cautionner les méfaits contre l'état de droit par exemple, il faut donner l'exemple. Et ce qui me paraît manquer à cette Europe aujourd'hui, c'est sa capacité à donner l'exemple. Et d'où peut venir l'exemple de l'Europe? Des grands fondateurs, et en particulier de la France et de l'Allemagne. Et la France aujourd'hui ne montre pas l'exemple en la matière. La France, alors que le président Macron avait un grand projet européen, il l'a énoncé, alors qu'il a fait campagne sur l'Europe, courageusement, parce que les circonstances sont difficiles, eh bien, on semble bloqué, paralysé. Je pense que c'est justement... Est-ce de son ressort? C'est lui qui bloque ou c'est justement le manque de dialogue avec les autres partenaires européens? C'est là où il faut de l'énergie, c'est là où il faut de l'imagination. Et plutôt que de tomber dans le panneau de la polarisation, de la sanction, il faut essayer de voir comment, malgré ça, avec ceux qui veulent avancer, on peut donner l'exemple. Vous estimez que le chef de l'État fait là une erreur d'analyse sur cette polarisation? Je crois qu'il surestime sa capacité, en temps de crise, à mener un combat contre des forces qui sont aujourd'hui d'une puissance très grande, parce qu'elles apparaissent, vraies ou non, et sans doute non, vraies ou pas, elles apparaissent comme à la fois plus agissantes et plus efficaces. Et vous savez, c'est tout le problème de la lutte contre les populismes. Les populismes, ils posent un certain nombre de vraies questions et ils retiennent un certain nombre de réponses. Et en apparence, ils donnent le sentiment d'apporter plus de réponses que les régimes démocratiques traditionnels, libéraux, qui, eux, sont en crise profonde et
en sont réduits à la communication. Et c'est un petit peu le malaise que j'ai ressenti pendant la semaine passée. C'est celle d'un président qui est seul, d'abord, face au peuple. Et on est loin d'un système politique qui aurait la vitalité de pouvoir nourrir le débat lui-même. Il est seul face au peuple. Et il ne peut guère faire autre chose qu'un exercice de communication là où il faudrait être engagé dans l'action. Je vous donne un exemple concret. Dans la peur des Français, dans l'inquiétude des Français, dans cette cassure qui existe dans notre pays. Et Philippe Guilluy a très bien posé les choses entre la France périphérique et la France des métropoles. Comme le Britannique David Goodhart a bien posé les questions entre ceux qui sont d'ici, de quelque part, et ceux qui sont de nulle part, de n'importe où. Ouais. Eh bien, cette cassure qui existe aujourd'hui dans tous les pays occidentaux, elle nourrit une colère extrêmement profonde que ne traite pas les démocraties libérales. Et le président n'apporte pas de réponse à ces questions, qu'il s'agisse de l'immigration, qu'il s'agisse d'une grande question, qui pourrait être une réponse immédiate, qui est celle des services publics. Quand les Français voient se dégrader les hôpitaux, les écoles, le service public de la justice, ils ont le sentiment que tout fout le camp et qu'on se moque d'eux. Ce qui, évidemment, pour un certain nombre, les élites les plus favorisées, ne pose pas problème. Ils s'arrangent autrement. La dégradation de l'école publique, alors certes, certains peuvent mettre leurs enfants dans les écoles privées, mais ceux qui ne peuvent pas les mettre dans une école privée, vous voyez, certains s'adaptent. Les frontières invisibles existent, malheureusement, pour ceux d'en bas. Et ça, c'est pas pris en compte par le discours présidentiel et le discours du pouvoir. Alors d'un côté, on a un président seul et qui souffre. De l'autre côté, on a un gouvernement qui paraît très déconnecté et très loin des problèmes des Français. Malheureusement, on s'avance vers une crise politique qui me paraît d'une extrême gravité. Et le risque de sanctions aux élections intermédiaires est un risque qui me paraît de plus en plus grand. Le président veut croire qu'il a la capacité seul, et il a réussi une fois dans le cadre de l'élection présidentielle dans des circonstances bien particulières. Il a confiance dans sa bonne étoile, qui n'est pas l'étoile de Lodi, celle-là. Je crois qu'il est un peu présomptueux et que malheureusement, il y a quelques signes d'une sorte de communication tous azimuts et d'héroïsation de son action personnelle. Plus c'est difficile, plus il a l'air d'être content, mais ça ne change pas la réalité de ceux qui souffrent et qui sont en colère. Dominique Villepin, un rapide commentaire sur ce qui a fait polémique pendant cette itinérance mémorielle, comme l'a appelé le président de la République, ce qu'il a pu dire du maréchal Pétain. Est-ce que vous avez compris l'hystérisation autour de ce que le président a dit, c'est-à-dire, oui, il a été un grand soldat pendant la Première Guerre, mais il a fait des choix funestes pendant la Seconde? Le président de la République n'est pas professeur d'histoire et personne ne lui demande. La mémoire, elle est générationnelle. De son Aventin élyséen asséner une leçon et une distribution de points à travers la personne du maréchal Pétain, évidemment avec quelque chose qui a pu surprendre certains. Mais ce qui a choqué, c'est pas tellement ça. Ce qui a choqué profondément, c'est de vouloir rendre hommage, ce qui était le projet initial aux Invalides, de vouloir rendre hommage aux 8 maréchaux. Là, il y avait tout à coup un télescopage où on avait le sentiment qu'une séparation était opérée entre le Pétain de Verdun et le Pétain de Vichy. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui, notamment depuis le discours de Jacques Chirac. Oui, alors même que Pétain a été condamné à l'indignité nationale. Donc, il fallait évidemment prendre en compte cette relativité de la mémoire à un moment donné, et donc un certain nombre de Français ont pu en être choqués. Dominique de Villepin est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans quelques instants. Le Grand Rendez-vous européen avec les Échos et CNews. 10h-11h, le Grand Rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin est l'invité du Grand Rendez-vous en ce jour de commémoration de l'armistice de 1918. Cet après-midi, Dominique de Villepin, on l'a évoqué dans cette première partie d'émission, s'ouvre donc un forum sur la paix. Donald Trump sera absent. Vladimir Poutine, lui, honorera de sa présence ce forum. Il y a quelques jours, dans Paris Match, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, disait « Je suis inquiet pour les institutions démocratiques ». Et le même cri d'alarme était lancé par la directrice du FMI, Christine Lagarde, qui disait « Les élites n'ont pas conscience de ce qui se passe ». Est-ce que vous partagez aujourd'hui leur inquiétude ? Bien sûr, il y a 3 grands héritages en termes de principes
de 1918. Le premier principe dont nous héritons fortement, c'est le principe national, avec la fin des grands empires austro-hongrois, allemands, russes et d'autres. Le deuxième grand principe, c'est le principe démocratique, qui gagne et s'étend considérablement en Europe et ailleurs. Et le troisième grand principe, c'est celui de sécurité collective, avec la création qui suivra de la Société des Nations. Ces trois grands principes sont en crise, au point qu'aujourd'hui on dénonce le nationalisme, qu'on s'interroge sur l'existence de plusieurs formes de démocratie, libérale et illibérale, et la sécurité collective, elle est en panne, elle est bloquée, on voit bien l'impuissance des Nations Unies dans un certain nombre de crises et de guerres. Donc oui, la question de remettre en marche, de revitaliser, de repenser à la fois la question nationale, la question démocratique, qui est aujourd'hui un enjeu majeur. On le voit bien, la démocratie apparaît à la fois impuissante et inefficace, au point que certains se posent Elle est aujourd'hui contestée dans un certain nombre de pays. Et les régimes autoritaires apparaissent plus attractifs. Et d'ailleurs, ils gagnent en influence. Et je ne parle pas de la sécurité collective. Donc, mettre en avant, à travers ce forum, un certain nombre de projets, d'idées, me paraît une bonne chose. Mais une fois de plus, pour que ce ne soit pas un rêve irénique, il faut partir de la réalité. Et nous, Français, nous avons à donner l'exemple. Je prendrai deux exemples concrets où la diplomatie française et le président de la République pourraient s'engager activement. La première crise dont je parlerai, c'est le Yémen. Le Yémen est une guerre oubliée qui fait des milliers de morts, de femmes, d'enfants, famine. Et aujourd'hui, nous avons une chance exceptionnelle de pouvoir mettre une fin à cette guerre à travers le drame de M. Khashoggi en Turquie. Par quel levier la France pourrait agir ? L'Arabie Saoudite est aujourd'hui vulnérable. Son leadership est contesté. Et cette guerre que mène l'Arabie Saoudite est une guerre illégitime. Directement ou indirectement, les pays européens, les pays occidentaux soutiennent l'Arabie Saoudite, notamment par la vente d'armes, et les pays du Golfe dans cette région. Voilà un sujet, un enjeu sur lequel nous pourrions très fortement nous engager. Et j'espère qu'il a été au centre des discussions entre le président Trump et Emmanuel Macron hier. Mais voilà où nous pourrions faire la différence. Par le moment, par les leviers dont nous disposons vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et par l'intérêt régional. Nous avons intérêt à fermer cette guerre parce qu'il n'y a pas d'autre issue que de rabibocher les pays de cette région, et au premier chef, bien sûr, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Je prends un deuxième exemple. Mais à quel levier pensez-vous pour agir à l'égard de l'Arabie Saoudite ? Eh bien, les ventes d'armes, l'image même de l'Arabie Saoudite, qui, malgré tout, sort considérablement affaiblie, et tant le roi que le prince héritier, nous avons là un levier considérable dans les relations bilatérales, dans les relations entre l'Europe et ces pays, dans le positionnement de l'Occident, pour faire comprendre au régime saoudien que cette guerre est inacceptable et qu'elle est contre-productive, y compris pour eux. Et comment expliquez-vous le fait que la France n'utilise pas ces leviers dont vous parlez ? Parce que nous avons perdu le goût de l'action. Et que nous avons perdu le goût, au-delà des déclarations d'intention, des remises en cause. Venons-en aux remises en cause. Nous menons une action militaire, une intervention militaire au Sahel. Après la crise malienne. Fallait-il ou pas intervenir au Mali ? C'est un vaste débat. En tout cas, ma conviction, pas comme ça. Pas avec plusieurs milliers d'hommes englués dans une région où ils n'arrivent pas à maîtriser le flux et où les actions terroristes se répandent, Côte d'Ivoire, Burkina, et il y a une fragilisation de l'ensemble des régions et une cristallisation des peuples de cette région contre les tenants de cette intervention militaire. Et la France en subira de plus en plus les conséquences. Révisons ce positionnement historique où on croit pouvoir régler les problèmes par une intervention militaire. Et le G5 Sahel, notre action en matière de développement, c'est une goutte d'eau dans le désert du Sahel. Et c'est là où il nous faudrait un grand projet entre l'Europe et l'Afrique. J'appelle de mes voeux que nous fassions ce que les Chinois essayent de faire à travers les nouvelles routes de la soie, un grand projet pour le développement des infrastructures de l'Afrique. Ça nous coûtera moins cher que de continuer ainsi à mener le combat en Afrique, à la fois contre les réfugiés, contre les terroristes, contre les trafiquants, et on voit la menace qui ne cesse de monter. Donc je crois qu'il faut se poser des questions, il faut sortir de nos habitudes et de nos routines. Mais est-ce que votre demande d'action n'est pas finalement une mise en retrait de la France, notamment Pas du tout, parce que j'appelle à agir autrement. Autant je crois
qu'un grand projet entre l'Europe et l'Afrique pour le développement de l'Afrique, où on mettrait véritablement les moyens, ce qui aurait des retours considérables pour notre propre croissance les et pays pour nos européens ont les entreprises. moyens, justement. Est-ce que les pays ont cette volonté de travailler en commun Mais et ont les s'il y a moyens une leçon que nous devons retenir des 15 dernières années et de l'histoire, c'est que on ne règle pas les problèmes politiques et économiques par le biais militaire. Et c'est la leçon de l'Afghanistan, c'est la leçon de l'Irak, c'est la leçon de la Libye, et nous refaisons les mêmes erreurs au Sahel. Et on voit bien, ces régions se gangrènent tous les jours un peu plus, ces sociétés se défont. Quelle réponse le Mali apporte-t-il à la question Touareg et à la question Peul? Et est-ce que nous aidons ces pays? Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai voyagé dans les différents pays de cette région, et en particulier au Maghreb. Je n'ai pas trouvé un responsable politique, un chef d'État, un Premier ministre, qui croit dans les solutions que nous mettons en avant. Dans l'aide au développement. Regardez, mais non, qui croit dans la stratégie militaire mise en place par la France avec d'autres pays. Est-ce que vous croyez que nous sommes soutenus par l'Algérie dans cette aventure? L'Algérie se positionne en retrait, comme les autres pays du Maghreb. Ouais. Et nous ne le voyons pas, parce que nous travaillons en bonne conscience, nous sommes contents de nous, nous expliquons aux Français que nous les protégeons en faisant Des la guerre risques au Sahel. terroristes, notamment. C'est absurde, c'est absurde. Donc j'invite aujourd'hui à passer à l'action et surtout à revenir à une certaine forme de lucidité. Nous avons, nous, appris, nous sommes les héritiers d'un certain nombre d'erreurs, d'expériences passées. Essayons de ne pas nous cacher la tête dans le sable. Donald Trump nous dit à nous, Européens, vous devez dépenser plus pour votre défense. Est-ce que ça a un sens, à vos yeux, de parler de défense européenne Mais encore une occasion manquée. Emmanuel Macron a eu raison de parler d'une armée européenne, d'une vraie défense européenne. Et évidemment, Donald Trump a joué la balle, il a suivi la balle. Et il a marqué le coup si fortement qu'Emmanuel Macron n'a pas pu faire autre chose que faire marche arrière. Par un tweet insultant, et du coup hier, bien sûr, il a joué le rapport de force, comme le fait à chaque fois Donald Trump, où il semble mettre son poids dans la balance. Et Emmanuel Macron ne voulait pas gâcher la fête des célébrations. Donc il a fait marche arrière, mais il aurait fallu pouvoir dire au président américain et aux Européens qu'aujourd'hui, il fallait qu'ils prennent leur destin en main en matière de sécurité. Angela Merkel, la première des dirigeants européens, a dit « Nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis pour assurer notre sécurité ». Elle l'a dit, mais que fait-elle ? C'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, il faut que les Européens prennent en main leur défense, et pas seulement dans le cadre de l'OTAN. Le cadre de l'OTAN est un cadre finissant, c'est un cadre du passé, c'est un cadre qui va permettre aux Américains de jouer un peu plus leurs intérêts. Est-ce que nous avons aujourd'hui les mêmes intérêts en Europe en matière de sécurité et en matière économique que les États-Unis? Je ne le crois pas. Mais et c'est ce que nous voyons à l'œuvre, c'est que les États-Unis vont de plus en plus défendre leurs propres intérêts, leurs propres visions, et nous nous sommes englués dans des systèmes d'alliance, des systèmes de défense qui ne sont pas indépendants. Et donc la question aujourd'hui, l'Europe veut-elle être indépendante? L'Europe veut-elle être capable d'assurer sa sécurité? Et l'Europe a-t-elle une vision du monde? Parce que le corollaire de cette politique de sécurité indépendante, ce serait la capacité de nous organiser vis-à-vis de la Chine. Nous avons besoin de remettre à plat nos relations économiques, nos relations politiques avec la Chine, reprendre en main, contrôler les investissements que nous acceptons, que nous n'acceptons pas en Europe, de la même façon vis-à-vis de la Russie. Mais nous sommes muselés. Et la faiblesse, malheureusement, de la diplomatie française et européenne, c'est la conséquence. C'est la conséquence, au-delà des estrades et des politiques de communication, d'une très grande faiblesse et de vision et d'action. Mais Emmanuel Macron défendait ici même sur Europe 1 mardi, lors de son interview à Nikos Aliagas, cette nécessité de défense européenne. Pourquoi il ne va pas au bout de son idée? Parce qu'il se sent seul? Parce qu'il n'a pas le leadership sur le reste des partenaires européens? Parce que la politique aujourd'hui ne peut pas se concentrer sur l'essentiel, étant tout occupée à la communication et à l'accessoire. C'est tout le problème de ces agendas d'hommes politiques. Qu'est-ce que vous voulez? La priorité pour Emmanuel Macron en se levant ce matin, c'est que cette journée se passe bien. Et même si on doit avaler notre chapeau devant le président Trump en lui faisant comprendre qu'après tout, on a voulu dire la même chose et que c'est un malentendu, eh bien on avale notre chapeau pour que ça se passe bien. C'est de l'affichage en quelque sorte. On paye par la communication un certain nombre de questions de fond
qui ne sont pas traités, parce que malheureusement, on n'a ni la sérénité, ni les moyens, ni les institutions. Un mot sur les institutions françaises, parce qu'elles sont en crise. On voit bien aujourd'hui que le pouvoir politique se réduit au président de la République, un gouvernement qui est en retrait et un parlement qui est inexistant. Sur la scène internationale, ça a été toujours le président qui a mené la diplomatie française. Mais un président qui n'était pas pendant toute une semaine en itinérance mémorielle, qui n'était pas lui-même en train de répondre aux questions des badauds dans les cafés, un président qui avait le temps et la sérénité pour essayer de réfléchir aux grands enjeux du monde et de la France dans le monde. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et pourquoi ? Nous avons un problème de séparation des pouvoirs en France. Un problème de séparation entre l'exécutif et le législatif, un problème de séparation entre l'exécutif et le judiciaire, et un problème de séparation, pardonnez-moi de le dire ici, entre les pouvoirs et les médias. Le résultat, ne l'oublions pas, la crise de 14-18, la guerre de 14-18, c'est le premier grand asservissement des médias qui ont été muselés par la censure. Eh bien, aujourd'hui aussi, il y a un pouvoir de l'argent, il y a un pouvoir de la puissance qui s'exprime et qui fait que les Français n'ont pas l'information qu'ils mériteraient d'avoir, une information vraie, une information libre, une information et ça, qui ça passe par un changement des institutions, selon vous. Une véritable séparation des pouvoirs qu'il faut organiser et structurer. Il faut le rendre possible. C'est pas un acquis. Les pouvoirs ont toujours tendance à aller vers l'excès de pouvoir. Eh bien, revenons à Montesquieu, revenons à cette idée de séparation des pouvoirs. Et Emmanuel Macron se rendrait un grand service en concentrant son pouvoir et en limitant son pouvoir, parce que le débat pourrait enfin avoir lieu et il vaut mieux se battre contre des réalités plutôt que contre des girouettes ou des moulins à vent. Aujourd'hui, le débat en France, il est virtuel et c'est en ça qu'il est dangereux. Il est nourri par la colère, il ne peut pas se formuler et la démocratie n'existe pas suffisamment. Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans quelques instants. Le Grand Rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Le Grand Rendez-vous européen. avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, est l'invité du Grand Rendez-vous en ce jour exceptionnel de commémoration de l'armistice de 1918. Une question de Nicolas Barré. Oui, Dominique de Villepin, dans votre livre en 2016, vous citiez cette belle phrase fameuse d'Antonio Gramsci: « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Alors qui sont... il savait de quoi il parlait, Gramsci, puisqu'il avait été mis en prison par Mussolini. Qui sont les monstres aujourd'hui ? Les monstres, ils sont bien sûr le risque populiste, le risque islamiste, mais les monstres, ils sont aussi en nous. C'est les monstres de l'indifférence, c'est les monstres de l'abandon, c'est les monstres de la haine. Et je crois qu'il faut toujours commencer par ceux qu'on peut maîtriser le plus facilement. On peut davantage agir sur soi-même, agir par soi-même, plutôt que de commencer tout de suite à aller vouloir donner des leçons aux autres. Et c'est cet exercice qui fait défaut, je trouve, et en France et en Europe. On est prompt à partir en croisade. On manque de lucidité dans la capacité à faire ce que l'on pourrait faire ici même, chez nous, nous-mêmes. Que pourrions-nous faire ici même, chez nous, nous-mêmes ? Eh bien, je parlais tout à l'heure d'unité nationale. Réparer un tissu social qui se désagrège, qui se fracture. Je parlais de services publics. Voilà un domaine où concrètement nous pourrions agir. La question culturelle, il y a un sentiment d'être menacé par toutes sortes de risques extérieurs. Travaillons sur cette identité culturelle française par la mise en place de politiques culturelles qui donneraient les moyens à chacun dans notre pays de s'approprier et de faire vivre sa propre culture à travers la création, par exemple, plutôt que de continuer à vouloir, dans une stratégie élitiste, à donner d'en haut au bon peuple d'en bas. Mais vous appelez quand même Emmanuel Macron à réparer tout peut-être ce qui n'a pas été fait depuis des dizaines d'années. Mais écoutez, ce langage-là qui consiste pour chaque président à renvoyer aux 30 ans qui ont précédé, ça suffit. Ça suffit. Évidemment, la responsabilité partagée, mais je ne dédouane personne dans ce que je dis aujourd'hui. Je reconnais y compris ma propre part. Donc la question n'est pas là. La question c'est, passe-t-on à l'action ou pas ? Et justement, Dominique de Villepin, vous appeliez il y a quelques semaines
Emmanuel Macron a changé son logiciel, sa posture vis-à-vis des Français au regard de ce qu'il vient de se passer cette semaine d'itinérance. Vous vous dites c'est un rendez-vous manqué, encore une fois, il y aura d'autres visiblement déplacements sous cette forme. C'est très difficile pour un homme public, un homme en charge de l'État, d'apprécier quel est le bon réglage. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut être capable de se changer et de se métamorphoser en marchant, y compris pour le chef de l'État. Je l'ai vécu comme Premier ministre, c'est très très compliqué de vouloir changer de cap. Mais je crois qu'aujourd'hui, la crise est si profonde dans notre pays que les Français veulent voir les stigmates du changement dans la réalité et peut-être y compris sur le visage du chef de l'État. Il y a aujourd'hui un besoin profondément de voir que les choses vont bouger. Il y a un besoin de renverser la table. Et le résultat, c'est qu'on se cantonne à une bataille de communication et d'image où d'aucuns veulent voir la souffrance sur le visage du chef de l'État, une figure un peu christique aujourd'hui. Mais ça ne change rien. Ce qui doit changer, c'est la réalité. Et en disant « je ne changerai pas de cap », le président, certes, maintient une certaine vision des réformes, mais qui, dans mon esprit, sont largement virtuelles, plutôt qu'une réalité qui est qu'on ne transforme un pays qu'avec lui-même, qu'avec empathie et qu'avec la capacité, à un moment donné, de créer un mouvement. C'est ce mouvement qui fait défaut. Derrière toutes les réformes que veut faire Emmanuel Macron, il y a une donnée fondamentale, c'est la réforme des mentalités. Vous pouvez réformer tout le travail que vous voulez, la formation professionnelle, les retraites. Si vous ne changez pas les mentalités, qui est le cœur du sujet, vous ne permettez pas à un peuple de réapprendre à marcher, à avancer et à regarder vers l'avenir. Mais vous lui demandez de changer lui ou de changer sa politique? Pour changer les mentalités, il faut être capable justement d'apprendre en marchant et de se métamorphoser en marchant. Et c'est ce qui fait défaut. On a le sentiment d'un monstre de certitude, d'un monstre d'arrogance et d'une espèce de rigidité, d'imperméabilité au changement. Et ça, c'est un vrai problème dans un fonctionnement démocratique quand les choses sont aussi cristallisées qu'aujourd'hui. Et donc, il est très important de revenir à une figure humaine, mais une fois de plus, une figure politique, pour agir, elle doit être dans un bon positionnement. Et c'est pour ça que je parle de crise institutionnelle, de séparation des pouvoirs. Je crois que le président, il n'est pas en mesure aujourd'hui ni d'arbitrer, ni d'être le garant de la justice, des services publics, tout simplement parce que le débat ne se fait pas dans nos institutions, il se fait en dehors de nos institutions. Et donc la seule chose qui lui reste, c'est d'aller dans la rue, d'aller vers le bon peuple et de recevoir les crachats. C'est un exercice cathartique, mais ce n'est pas un exercice qui va nous sauver. Ça ne fait pas progresser le débat démocratique, ça ne fait pas avancer l'action démocratique. Une fois de plus, cela, au bout du compte, je le crains, se réduit à un exercice de communication avec de plus en plus de haine, de plus en plus d'opposition et de moins en moins de capacité à nous écouter, à nous entendre et à travailler ensemble. C'est ça qui fait défaut. Vous avez connu ça vous-même quand vous étiez aux affaires, effectivement, vous avez essayé de changer les mentalités avec le contrat première embauche, on s'en souvient, puis vous avez dû céder. Quand est-ce que le courage politique devient de l'entêtement ? Et vous avez raison, quand ça ne marche pas, moi j'allais dire, j'avais de la chance, moi ça a duré 2 ans et je ne pouvais pas prolonger puisque le mandat de Jacques Chirac s'arrêtait. Donc moi c'était 2 ans, donc j'ai essayé de faire le maximum de choses en 2 ans. Mais de toute façon les échéances démocratiques étaient là. Lui, il a encore 3 ans. La question c'est est-ce qu'on est parti pour 3 ans d'embourbement, 3 ans enlisés, ou est-ce que ces années vont malgré tout être mises à profit? Il y aura un vote des Français l'année prochaine. Et malheureusement, je crains que d'élection en élection, on ne subisse la vague de colère, l'érosion du pouvoir et l'incapacité à agir. Et à un moment où l'Europe est en crise, la mondialisation est en crise, si la France perd sa capacité à agir sur elle-même, eh bien, ce sont des années gâchées. Mais encore une fois, Dominique de Villepin, pardonnez-moi d'y revenir, mais qu'est-ce que le président devrait mettre en œuvre rapidement? Un changement de cap, disiez-vous, de sa politique? Alors, non, ce qui me paraît fondamental, d'abord, c'est de rétablir le débat démocratique. Nous donnons des leçons de démocratie à un certain nombre de pays en Europe. La démocratie n'est pas vivante en France. Et aujourd'hui, le débat démocratique, il n'a pas lieu. Malheureusement, certains se réjouissent dans la majorité qu'il n'y ait pas une opposition, mais des oppositions. Un pouvoir a besoin d'opposition. Et il faut que le pouvoir... Et ça, c'est à chaque famille politique. Mais ça rendrait service au gouvernement
à la majorité et au président d'avoir une organisation structurée, des oppositions ou une opposition Donc ça, c'est aux structurée. Républicains de le faire, c'est à la France Insoumise, c'est au Parti Socialiste. C'est au président de le faire et c'est au gouvernement de le faire. C'est eux qui souffrent le plus de cette absence de débat démocratique. Et c'est là où, plutôt que de mettre dans un grand sac la République en marche, tout le monde, ils auraient mieux fait de structurer une coalition avec un débat, une capacité à faire surgir des idées. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'aucune idée ne surgit et qu'il n'y a pas de débat. Donc, il faut réorganiser la vie politique. C'est pour ça que je parle d'équilibre des pouvoirs, de séparation des pouvoirs. Et je crois qu'il nous faut plus de pluralité dans le débat politique. Et c'est là où on peut d'ailleurs se poser la question, ne faudrait-il pas découpler les élections législatives des élections présidentielles pour qu'il y ait en permanence cette exigence de débat? Aujourd'hui, le quinquennat fait que c'est trop court et que c'est trop monolithique. Donc avec un risque de cohabitation, mais qu'importe, au moins il y aurait du débat. Le risque quand vous êtes monolithique, c'est que vous vous fracturiez. C'est que vous n'êtes plus capable d'assimiler, de recevoir de l'extérieur suffisamment de messages qui vous permettent de vous changer. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes dans un système, dans un pouvoir qui est enfermé sur lui-même, qui n'écoute pas et qui en est réduit à des exercices de communication. Nicolas Barré. Il y a une idée quand même qui surgit en ce moment, c'est celle de revoir l'application de la loi de 1905 pour... en quelque sorte mieux contrôler les cultes et leurs sources de financement, l'idée étant évidemment de lutter contre les dérives islamistes. Est-ce que nous prenons suffisamment la mesure de cette menace ? Alors c'est une menace qu'il faut prendre évidemment très au sérieux. Faut-il réformer la loi de 1905 ? Vous savez combien les Français y sont attachés. Ça fait partie des grandes vaches sacrées de notre République. Ce qui est certain, c'est qu'il faut s'attaquer à la question du financement. Et c'est pas le premier gouvernement qui va s'attaquer à cela. Mais il faut aboutir, oui, faire en sorte que les financements extérieurs puissent être soit clairement contrôlés des pays étrangers, soit supprimés et donner les moyens à ces cultes de s'organiser à travers un nouveau système cultuel. Cela me paraît absolument nécessaire si on veut éviter cette intrusion, ce virus qui a tendance à se répandre dans notre pays. Dominique de Villepin, on va terminer cette émission par l'image du jour, celle qu'on va voir apparaître d'ici quelques instants. C'est quand même les vainqueurs et les vaincus d'hier réunis sous l'Arc de Triomphe, dont certains iront ensuite au Forum sur la paix. Qu'est-ce que vous avez quand même envie de retenir? Cette image d'optimisme où on arrive à se retrouver, une image où l'Europe finalement n'est plus au cœur du monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de cette commémoration? L'Europe a fait beaucoup de chemin et l'Europe nous a en grande partie apporté la paix. C'est un bien extrêmement précieux, nous devons en être comptables pour les générations futures. Et cela doit nous amener à être en action et en initiative. Et je pense que une des missions de la France, une des ardentes obligations de la France, c'est d'avoir une diplomatie d'initiative, de médiation, d'être un trait d'union entre des pays, des peuples, et ne jamais se satisfaire de l'état du monde. Et donc de proposer un certain nombre de changements. Donc plus la France est en initiative, plus elle est elle-même, et plus la fierté française crée de l'unité. Et cette unité, elle nous fait malheureusement un peu défaut. Et le Forum sur la paix, qui est à l'initiative du président Macron, on l'a dit, pourrait apporter, vous espérez, en tout cas un certain nombre d'idées, voire de solutions? Je ne suis pas sûr que les conditions soient réunies aujourd'hui pour que ce forum puisse être efficace. Il est en marge des choses, il n'est pas au cœur des choses. Il faut, je crois, surtout que sur la table des dirigeants de ce monde, le G20 de Buenos Aires pourra s'en préoccuper, il y ait une feuille de route. Je parlais du Yémen. Le Yémen, c'est tout de suite, ce sont des femmes, des enfants qui meurent tous les jours sous les bombardements, avec un État qui est aujourd'hui représenté ici, l'Arabie Saoudite. Nous avons des moyens d'action sur l'Arabie Saoudite. Faisons en sorte que ce devoir ne soit pas un devoir pour après-demain, car ce sera trop tard. Merci Dominique de Villepin d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour cette émission en partenariat avec CNews et Les Échos. Bonne semaine à tous.